Alors, nous allons continuer, nous allons aborder le sujet de la vidéo simulation. Une présentation de Monsieur François Jolin. Il est mathématicien, il est anesthésiste réanimateur et il a une société qui est la Safety Academy. Et je lui laisse la parole pour qu'il vous parle de tout ça. Merci beaucoup Alexandre. Bon bah merci à tous pour votre présence et pour cet accueil. Là-bas c'est un des meilleurs congrès de l'année. Justement, il y a des droits d'auteur, je peux pas. C'est toujours un plaisir d'être ici, donc vraiment merci beaucoup. Un honneur aussi parce que on est au milieu d'une liste de gens extrêmement prestigieux. Donc voilà, bon, c'est toujours sympa d'être au milieu de tout ça, de faire le clown. Et je tenais à remercier du coup les 3-4 mousquetaires de la base, et en particulier son président Frédéric D'Artagnan, pour son invitation à nouveau. Donc on m'a demandé de vous présenter un concept qu'on a développé avec Frédéric Martin. Donc je vais parler aussi, il sera présent parmi nous par la pensée. Et le titre qu'on nous avait demandé, c'était d'introduire un peu le concept avec le cinéma, puisqu'on parle beaucoup de cinéma dans ce qu'on fait. Alors j'ai évidemment quelques liens d'intérêt que Alexandre a brièvement présentés. Habituellement, effectivement, je raconte que je suis anesthésiste, que j'ai fait des maths, tout ça. Aujourd'hui, je vais aller plus rapidement. Je suis intermittent du spectacle. Et voilà, le langage du cinéma, je vais vous donner un peu le vocable. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez entendre parler de l'expérience qu'on a mis en place avec Frédéric Martin, le rationnel, pourquoi on a fait ça, des liens avec la démarche facteur humain qui m'anime assez fortement à côté. Et je vais évidemment donner un certain nombre d'éléments qui évoquent le monde du cinéma et montrer des usages et l'impact sur les organisations. Alors, le rationnel, il est simple, c'est que le système de santé a évolué. Il a évolué assez rapidement. Vous voyez une image là qui n'est pas si ancienne que ça. Et puis malheureusement, tout n'a pas évolué aussi vite que le système. Donc il y a certaines choses qui persistent, notamment certains éléments culturels. Les soins se sont complexifiés. Les malades sont plus malades. Les techniques de soins sont plus évoluées. Les gens vivent plus longtemps. On a des générations... alors j'ai pas pris mon Walkman, mais on a des nouvelles générations qui travaillent à l'hôpital. Et ces générations-là ne sont pas forcément avec les mêmes besoins, les mêmes expressions, et un management qui n'est pas non plus forcément le même. Et en même temps, il y a évidemment énormément de choses qui changent aussi sur la pédagogie, puisque cette révolution numérique, elle perturbe le changement du support de l'information va perturber énormément de choses, évidemment l'économie, la pédagogie, les religions, etc. Nous, on est dans un contexte de soins et de pédagogie ici. Et puis derrière tout ça, vous avez en plus une pandémie qui vient mettre un petit coup au niveau du péroné, sur un système de santé qui était déjà un petit peu perturbé par tout ce que j'ai évoqué avant. Si on prend le contexte du système de santé et qu'on l'aborde avec l'angle de la gestion des risques, et en particulier, ça me tenait à cœur de le faire cette semaine, puisque c'est la semaine de la sécurité patient en France. Et donc il y a eu un certain nombre d'études qui ont été publiées récemment, et on a une accidentologie en France. Alors on parle d'événements indésirables. On aurait entre 50 et 130 000 événements indésirables associés aux soins qui seraient évitables par an. Donc on peut clairement mieux faire. Depuis 2016, il y a un décret qui expose le besoin de former les soignants aux approches facteurs humains. En pratique, il y a peu ou pas de formation là-dessus. Il y a des DU, mais en formation initiale, il n'y a quasiment rien. Et en formation continue, à part ces DU, il n'y a pas grand-chose. Et enfin, l'approche de la simulation qui est, je pense, la pédagogie la plus intéressante, j'apparente ça à tailler un diamant. Malheureusement, il y a des contraintes, c'est qu'il y a aujourd'hui 1 100 000 soignants en France, et il y a 69 centres de simulation référencés par la Sofrasim. J'ai regardé ça tout à l'heure pour être sûr au niveau des chiffres. Donc il y en a peut-être un peu plus, mettons moins de 100 en tout cas. Et quand vous avez ces chiffres-là, il vous faut plusieurs siècles pour former tout le monde, ou en tout cas pour faire une séance de simulation par personne par an. Donc il y a un besoin de trouver
d'autres méthodes. Et puis, quand on a la possibilité de former les gens, ils sont malheureusement pas peu disponibles, parce que les ressources actuelles dans les soins sont en tension dans beaucoup d'endroits. Et donc, les envoyer se former en simu n'est pas toujours évident. Quand ils vont se former en simu, voilà ce qu'on a tendance à voir, c'est-à-dire des gens qui sont super contents, très motivés, et c'est pour moi vraiment comme ça que j'ai découvert la simulation. Sauf que en fait, ces gens-là ne savent pas conduire. Donc l'idée, c'était d'apporter, et c'était ça la fin du rationnel, c'était d'apporter quelque part des règles, des prérequis pour permettre à la simulation d'être un petit peu plus experte et de passer de ce qu'on a vu avec le jeune homme à ça. Je suis arrivé en retard à la basse, mais parce que voilà, j'ai dû un peu bourrer. Donc pour résumer, on a un besoin d'innover sur différentes verticales. D'abord, on doit former pas mal de monde. On doit les former dès que possible, puisqu'il y a des gens qui décèdent ou qui malheureusement ont des accidents au niveau du soin. On doit augmenter la performance de la simulation en apportant des éléments de code de la route. Et pour tout ça, on doit trouver des nouveaux formats, puisque évidemment, vous avez bien compris que la synchrone va être nécessaire, et donc le e-learning ou des aspects numériques, et que les cours magistraux enregistrés ou les PowerPoint en Zoom ne vont pas être forcément hyper attractifs pour les jeunes générations X, Y, Z. Et puis ensuite, il faut quand même aussi intégrer dans l'organisation hospitalière d'aujourd'hui qu'il n'y a pas toujours le Wi-Fi à l'hôpital, qu'il n'y a pas toujours des ordinateurs super perfectionnés. Donc ça fait quelques petites contraintes. Et puis évidemment, dernier point qui me tient à cœur, c'est évidemment développer la pédagogie en équipe. Arrêter d'avoir les médecins d'un côté, les infirmiers de l'autre, et les administratifs de l'autre, et donc de faire des choses en équipe. Tu n'as rien raté. Donc je vais vous présenter le concept de vidéo simulation. Donc d'abord une petite définition. Donc définition de simulation numérique. J'ai choisi celle de Cynthia et Foronda. Donc je vous laisse la lire. Et puis on a eu la prétention de créer une nouvelle définition pour le terme de vidéo simulation, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore ailleurs. Donc c'est une mise en scène et une réalisation audiovisuelle, donc cinématographique, interactive, c'est-à-dire qu'on va faire interagir l'apprenant avec une situation opérationnelle simulée, de routine ou exceptionnelle. On va faire différents types de scénarios. J'ai une grande préférence pour la routine. Et les interactions avec les apprenants interviennent à des moments clés du film immersif, l'idée étant de faire réfléchir l'apprenant sur des outils ou sur des situations potentiellement à risque ou potentiellement intéressantes sur le plan pédagogique. Donc concrètement, c'est quoi? C'est des films, c'est des courts-métrages interactifs, tournés avec un point de vue qui est propre aux soignants. Donc je donne un exemple concret. Le premier qu'on a tourné, c'était sur la checklist. La checklist, il y a au bloc opératoire 4 intervenants autour de la checklist. Le chirurgien, l'anesthésiste, l'IAD, l'IBOD. Et donc ça fait 4 films. Le scénario est le même, mais les points de vue sont différents. Donc pour ceux qui aiment le cinéma, vous avez sans doute vu 21 grammes ou certains films où vous avez le scénario qui est raconté différemment, c'est un peu ça. C'est de la simulation, on ne tourne pas des situations de soins réelles où il y a des vrais patients, on tourne des situations de soins simulées, mais on les simule avec une haute fidélité et on va, vous allez voir, parfois faire des choses... Enfin, je ne dis pas plus. Concrètement, ça se passe comment? Là, vous avez un exemple de création d'un parcours sur la bientraitance en EHPAD. Donc, c'est un parcours qu'on a créé, c'est le numéro 13.1. Donc, ça part d'une analyse qualitative. On va sur le terrain. C'est une approche de psychologie ergonomique. On interroge des gens, on les voit travailler. Et de là, on explicite évidemment des besoins sur les interrogatoires. On interroge les irritants du travail. Et on scénarise. Et souvent, la scénarisation va faire appel à une situation réelle. On réalise un film et puis ensuite, on crée un parcours. Alors, je vais vous partager comment on crée un film quelque part, une vidéo simulation. Donc, d'abord, on part d'un scénario. Nous l'histoire de départ, c'est qu'on avait la Patient Safety Database sur laquelle on avait plein de reporting. Et dans ces reportings, il y avait de nombreux cas qui auraient pu être évités si les gens avaient connu les outils quelque part. Donc, le premier, c'était la checklist. L'année dernière, vous aviez eu Roland Laughlin qui partageait un peu ce schéma dans la création d'un parcours, dans la création d'un scénario de simulation, et elle exposait le risque de faire un raccourci
malheureux, qui est de passer du problème à la simu d'emblée, sans passer par l'analyse du contexte et identifier les compétences nécessaires pour la création du scénario. Donc on part d'un scénario collectif. J'ai un goût pour la routine parce que c'est ce qu'on fait tous les jours et que globalement c'est ce qu'on fait tous les jours, alors que le rodéo, c'est quand même si c'est ce qu'on a tendance à faire en simulation en premier, c'est rare sur le terrain. Et sur le terrain, l'intérêt, c'est surtout de rester dans une situation maîtrisée le plus longtemps possible. Ensuite, on prépare le tournage, donc on visite les lieux, on voit comment on va découper l'action, on tourne. Donc, et ensuite, dans le tournage, il y a différents éléments que je tiens à préciser, c'est qu'on fait pas jouer Brad Pitt. Brad Pitt est superbe, il est un très bon acteur, mais il s'est pas poussé, il s'est pas injecté de la cellocurine. Et quand il le fait, on voit tout de suite que c'est Brad Pitt qui injecte de la cellocurine. Quand c'est un infirmier anesthésiste qui injecte la cellocurine, on voit qu'il fait ça tous les jours. Donc l'idée, c'est de faire ça par des vrais professionnels de santé, ce qui va augmenter l'authenticité perçue et donner du réalisme au scénario, au film. Et puis l'idée, c'est aussi de profiter de la spontanéité des professionnels de santé, qui n'ont en général pas eu de formation sur les facteurs humains et qui ont des pratiques de soins spontanés, de profiter de ces spontanéités qui ne sont pas fiables pour en faire des objectifs pédagogiques. On s'appuie sur énormément d'outils, et je ne vais pas les détailler puisque vous avez déjà eu tout à l'heure un rappel sur la règle des 180, mais on se base sur des outils du cinéma, les connaissances du cinéma pour construire l'histoire, pour simplifier les événements, et puis pour permettre à celui qui visualise de se représenter la scène. On va faire aussi un guidage de l'attention, on va focaliser certains aspects du film sur des outils qu'on a sur la partie facteur humain souhaité ou qu'on souhaiterait mettre en avant dans les soins. Et l'idée, c'est pas de créer des outils extrêmement compliqués, mais c'est de créer des outils simples, opérationnels pour le soin d'aujourd'hui. Donc là, vous avez par exemple quelqu'un qui vous fait un pointing and calling. C'est une démarche qu'on trouve dans le Shinkansen qui sert à fiabiliser les activités de routine. Donc on met du système 2 dans du système 1 et en fait la personne demande à un aide-soignant ou à quelqu'un qui sait lire, en fait il n'y a pas besoin de plus, ça peut même être un chirurgien, elle lui montre une ampoule et elle lui demande ce qu'il y a écrit et le chirurgien doit lui dire mais moi je sais pas, j'injecte pas les médicaments, mais si, mais tu sais lire. Donc là il y a écrit kétoprophène 100 mg dans 4 ml. Et donc si elle pensait injecter autre chose, ça rattrape les choses. Ensuite, on a toute une post-production. Donc dans la post-production, on va montrer des erreurs et en faire des outils pédagogiques. Et puis on va aussi montrer comment réussir. Donc montrer comment réussir, c'est ce que vous venez de voir à l'instant, c'est le pointing and calling. Et ces interactions, elles ont lieu pendant la séquence vidéo. Et l'idée, c'est de mettre en avant des comportements efficaces. Dans ce montage, vous avez ensuite la mise en forme sur une plateforme de formation, donc on appelle un Learning Management System. Je passe, mais globalement, une fois que le parcours est sur la plateforme, il se présente comme suit. Pré-test, post-test, et puis au milieu, du contenu pédagogique qui est vidéo immersif, avec éventuellement, on ajoute des compléments, des modalités complémentaires type interview, qui ressemblent donc plus à des cours descendants classiques, ou des fiches de synthèse, mais le vrai cœur du réacteur, c'est vraiment la partie bleue. Alors, un exemple. Ouais, mais là, j'ai pas le temps, j'en ai au moins pour une demi-heure. Non, faut que je donne les médicaments, là. Vas-y, parce que là, ouais. Vous vous appelez comment, monsieur? Monsieur, vous appelez comment? Pierre. Monsieur Pierre. Alors, monsieur Pierre. Voilà. Ça, c'est pour vous. Comment vous appelez, madame? Comment vous vous appelez? Madame Daniel. Alors, Madame Daniel. Mais non. Madame Daniel, elle est là-bas. Je l'ai vu. Alors, le petit comprimé, je vais vous mettre ça dans la purée. Vous avez au menu aujourd'hui la salade de tomates. Donc là, vous avez une interaction typiquement qui expose comment on présente un plateau de manière bienveillante. Et donc, il faut décrire, parce que parfois les soignants ne voient pas bien. Les patients ne voient pas bien et donc il faut décrire le repas. Et puis le bœuf avec les pâtes. Tu mélanges? Une question sur les plateaux mixés, puisque c'est pas très beau, mais c'est malheureusement parfois obligatoire. Donc là, on interroge l'aide-soignant sur ça.
J'ai pas fait. Ouais, là j'ai vraiment pas le temps. J'ai pas Je suis fait. désolé, mais Il ne faut pas faire ça. J'ai pas fait. ouais, mais c'est de la purée de toute façon. Il faut Attends, pas je vais mettre un peu mélanger. de yaourt. T'as raison. C'est meilleur avec du yaourt. Hop. Mais non. Allez, je te laisse continuer parce que là, moi, j'ai pas mal de trucs encore à faire. Bon, je précise, les soignants étaient en difficulté pour jouer cette scène, donc j'ai dû le faire. Mais pour être franc avec vous, j'ai vu ces choses. Ça, c'est basé sur 3 jours d'observation. Et quand vous montrez ça à des soignants, ils disent, bah, ça, c'est vrai qu'il y en a qui disent, ça, je l'ai fait il y a longtemps. Mais quand ils voient la vidéo, ils se disent, je le ferai plus. Ou d'autres disent, bah, c'est vrai qu'on le fait, mais on s'en rendait pas compte, mais c'est pas forcément terrible. Bon, un autre exemple. D'ici 3 quarts d'heure. Le garde aux urgences, à tout à l'heure, merci. Vas-y, serre le nœud là, serre le nœud. Pas compliqué de serrer un nœud. Parfait. Donc là, vous avez vu, c'est des films sur lesquels vous avez des scénarios dans lesquels il y a des choses à critiquer, mais qui sont malheureusement la vie de tous les jours. Donc du bruit, des interruptions de tâches, une ambiance un peu dure parfois au bloc opératoire. C'est des thèmes sur lesquels on veut travailler. Là, vous avez un autre exemple, pour le coup plutôt carré. Calibre, on posera la deuxième un peu plus tard. D'accord. On va le remplir avec du sérum Phi. On va faire 20 ml kilo sur 20 minutes, donc en gros 1500 ml. On va faire Hexacil 1 gramme sur 10 minutes. Et puis on va préparer une seringue de noradré, une seringue électrique de noradré qu'on posera après avec un objectif de PAS à 110. Ok, donc une voie veineuse de gros calibre avec du sérum Phi, 1,5 litre sur 20 minutes à 20 ml kg, avec un objectif de PAS à 110, 1 gramme d'hexacil sur 10 minutes et une seringue de noradré, pareil pour le même objectif de... Ok, c'est ça. Donc la préoxydation, Je c'est vais bon. préparer l'hypnoven juste. Donc là, il lui fait un pointing and calling à nouveau. 50 grammes. Je ne vais pas forcément aller au La bout. tension, fais voir, s'il te plaît. Parfait, ça marche. 7, tu poseras la deuxième voie avant l'induction. Ouais, Mathieu, tu peux me préparer tout ce qu'il faut, s'il te plaît? Ça, c'est bon, ça marche. C'est prêt. La deuxième paire fait monter. Donc là, c'est un speak to the room, il est conscience de situation. On pose la c'est pour seconde informer voie et puis l'infirmier. ensuite on l'induit. Donc là, on est dans la peau du Sous-Fanta. médecin. Enfin, je ne vais pas Ouais. préciser, mais Fantanier, ok. on est immergé dans la peau du médecin. Sept, tu te souviens Attends, de... je fais avec Sufantani. Voilà, et Ok, ça, c'est le marche. meilleur moment pour moi. C'était les lactes. C'est-à-dire qu'elle vient de lui demander un truc, il lui a dit stop, je fais le sulfentanyl. Et ça, pour moi, c'est typiquement un comportement positif de je me protège d'une interruption de tâche dans un moment critique. Et puis, bon, en plus, il est infirmier, donc vis-à-vis du médecin, je trouve ça intéressant. Autre exemple d'assertivité. Ça va? Vous avez fini le prélèvement? On vient de reposer la perf et de faire le prélèvement. Ok. Bon, je vais passer un petit coup de stéto, je vais examiner rapidement. Françoise, enfin, ça me gêne un peu Ouais, je vais attendre. tes manches et Je vais, ta montre. ouais, je vais l'enlever, attends. Et, Bon, là, c'est une chambre en isolement. Je vais passer la dernière. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de développer des compétences différentes sur différents corps de métier, sur du oser dire, sur de la communication sécurisée, sur un certain nombre de choses. Vous l'avez compris, créer une vidéo simulation, c'est évidemment, vous avez un intermittent du spectacle dedans, mais c'est en fait toute une équipe qui est derrière et ça nécessite des expertises à différents niveaux, audiovisuels, pédagogiques, analyse du travail, analyse, connaissance des outils informatiques pour la mise en place d'une plateforme et bien sûr des compétences en briefing, débriefing, puisque la capsule ne suffit pas. Ça, c'est pour vous montrer une illustration. Quand on construit un parcours, c'est pas simple. Il y a un plan de travail et voilà. Donc, ce qu'on a tendance à dire, c'est de ne pas le faire chez soi, c'est dangereux parce que c'est compliqué d'être tout en même temps. En fait, ou alors on devient intermittent du spectacle, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, quoi. Voilà. D'ailleurs, le ministère recommande de plutôt faire appel à des structures qui font ça spécifiquement. Et ce qui est sympa dans la dernière recommandation, c'est qu'ils mettent aussi en avant le fait de faire appel de développer les formations en facteur humain. Et enfin, dernière étape, l'exploitation. Donc l'exploitation, une fois que le scénario est monté et mis sur la plateforme, on va l'exploiter. Les usages sont multiples parce que c'est un nouvel outil. Et au départ, on l'a conçu pour aider les centres de simulation à passer la simu intermédiaire experte. Et en fait, on a des usages qu'on n'avait pas du tout imaginés au départ. Donc le classique, c'est effectivement pilotage par un centre de simu,
puisqu'il y a un nouveau prétexte à débriefer et que finalement on va administrer une formation e-learning à des soignants d'une équipe d'un service, et ensuite on va, à la fin du mois par exemple, avoir une équipe mobile de débriefing. Donc c'est un peu ce concept que j'aime bien, un peu comme les équipes mobiles infectieuses ou les équipes mobiles douleurs. Là il y a les équipes mobiles débriefing qui naissent avec ce concept, parce qu'elles vont aller dans le service à la fin du mois et faire un débriefing après la vidéo simulation. Ça peut être piloté évidemment à l'échelle institutionnelle aussi, avec de la gestion des risques ou de la qualité, parce que ce débriefing, je vais vous le partager un tout petit peu après, il est très lié à l'amélioration des pratiques, et enfin, en tout cas dans l'approche qu'on en a nous. De plus en plus, on commence à voir aussi des gens qui s'intéressent à ça pour une démarche d'intégration des nouveaux soignants, donc ça peut être même piloté aussi par les RH. Comment ça se passe en pratique? Vous avez un catalogue de formation, c'est un peu comme Netflix, vous avez plein de scénarios. Vous choisissez un scénario et vous l'administrez à une cohorte apprenante. Cette cohorte, elle est exposée, c'est un peu comme au cinéma, le film il va être à l'affiche pendant 5-6 semaines. Ce qu'on demande aux soignants, c'est d'aller au cinéma dans les 5-6 semaines. Alors ils peuvent le faire chez eux, n'importe où. On insiste juste que ce soit compté dans le temps de travail, mais ça peut être fait en dehors du temps de soins, ce qui du coup n'impacte pas l'activité. Et par contre, ce qui est très important, c'est qu'à la fin de la séance, à la fin de cette période de séance, il y a une session de débriefing. Alors cette session de débriefing, je ne vais pas avoir forcément le temps de bien la détailler, mais puis de toute façon vous connaissez bien le débriefing, ça s'inspire beaucoup de ce qui se fait en simulation. On part d'un contexte pour explorer des représentations, on décontextualise et ensuite on recontextualise. Ça c'est vraiment la démarche. L'idée c'est qu'à l'issue de ce débriefing, qui dure 1h30, 2 heures, ça dépend, on peut faire même des formats plus longs, il y ait des pistes d'amélioration qui soient concrètement évoquées sous forme de plan d'action. Alors concrètement, la brigade sapeurs-pompiers par exemple, eux s'intéressent à faire des comparaisons avec cours versus cours plus vidéo simulation, et l'idée c'est d'introduire toute la culture facteur humain dans leurs équipes soignantes. On a des centres hospitaliers qui par exemple ont fait une journée blanche. Ça c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que pendant une journée vous avez toute une équipe, vous avez 200 personnes, chirurgiens, anesthésistes, IA, DIBOD, pour cet exemple-là, qui vont vivre une seule expérience, la même expérience, et qui vont se mettre d'accord en discutant ensemble sur ce débriefing de qu'est-ce qu'on va mettre en place pour réussir demain. Alors évidemment, la checklist, c'était le sujet pour cet exemple-là, mais on peut travailler sur plein de thématiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des choses, on va dire, à l'échelle de Kirkpatrick 3, parce qu'il y a des changements dans l'organisation. On a des hôpitaux qui vont mettre par exemple des chasubles en place, on a des services qui par exemple ont mis en place une checklist en radiologie. Alors au début ils nous disaient mais checklist en radiologie on n'a pas le temps, 30 scanners par jour, s'il faut qu'on fasse une checklist à chaque scanner c'est pas possible. On leur a montré que c'était possible et c'est eux-mêmes en fait qui ont trouvé la solution. Donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de publications sur ce qu'on fait. Quand on regarde vidéo simulation, débriefing, les mots-clés qui sortent, enfin ces mots-clés-là, on trouve finalement relativement peu de 320 résultats en moyenne, et il n'y en a pas qui concernent ce qu'on fait. Tout ce qui concerne la littérature sont essentiellement du débriefing assisté par vidéo. Alors on a créé au début nos propres scénarios, c'est un peu le N comme sur Netflix là, et puis on a commencé à faire des scénarios avec d'autres compagnies. Ça c'est le logo du CH de William Moret. Mais voilà, c'était les premiers avec qui on a fait. Et puis après, on a commencé à développer des choses avec les GHT, des centres de simu, des ARS, en particulier un projet sur l'ARS Bourgogne-Franche-Comté avec le DU Renfort, des choses en chirurgie robotique, etc. Nous, l'intérêt, ce qu'on veut, c'est simuler le quotidien. Parfois, c'est pas simple. Et je dirais que pour conclure, ce qui nous a vraiment surpris dans cette expérience pédagogique, c'est qu'en fait, par rapport à une simulation de 15 minutes, on a ici un film concentré qui fait à peu près 7 à 15 minutes, mais qui va interroger énormément de dimensions organisationnelles. Et c'est ça qui est en fait surprenant, c'est qu'on ne pensait pas au début, on voulait travailler sur un scénario de simu, simple, technique et non technique, et en fait ce qui se passe, c'est que la dimension organisationnelle s'insère dans le scénario. On va par exemple sensibiliser les gens au temps critique, aux interruptions de tâches, à la communication organisationnelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a un peu surpris au cours de ces débriefings, c'est que les gens vont plus parler de comment fonctionne l'organisation et comment on va l'améliorer. Voilà. Merci pour votre attention.
Est-ce que vous avez des questions? Merci pour cette présentation. En fait, moi j'ai bien aimé beaucoup l'approche quoi du coup. Je m'y retrouve d'ailleurs dans ce genre d'approche comme ça. Je pense que ça mériterait d'être testé vraiment pour voir ce que ça donne voilà, sur une cohorte un peu grande. Et j'avais une question sur justement après le débriefing, comment on fait pour, parce qu'au fond dans le cinéma on a une histoire sur un cas particulier, et comment on fait pour généraliser, c'est-à-dire conceptualiser, je veux dire, au cours du débriefing, ou voilà comment ça se passe, et voilà, est-ce que c'est des apports différents, je sais pas, théoriques ou techniques, je sais pas, en tout cas, comment, parce que c'est pas évident en fait de partir d'une situation très spécifique et puis ensuite d'essayer d'en faire quelque chose qui va pouvoir être utilisable dans tout un tas d'autres situations similaires, quoi. Ouais. Merci pour cette question, c'est une vraie question qu'on a eue au départ. Et on s'est inspiré des approches qu'on utilise en simulation. On a fait un pré-briefing, par exemple. On a une petite capsule d'1 minute, qui est le contrat de fiction. On explique aux gens que ce qu'ils vont voir, c'est pas tout à fait comme dans leur hôpital, c'est pas tout à fait ce qu'ils font chez eux, mais c'est pas grave. Donc ça, on a utilisé un peu quand même les outils qu'on avait aussi sur la simulation. Et c'est vrai qu'au départ, on s'est dit, le film qu'on a tourné dans le CHU X, il n'y a que les gens du CHU X qui vont s'y retrouver parce que c'est leurs locaux. Mais en fait, pas vraiment. Tous les hôpitaux, sur pas mal d'aspects, se ressemblent. Il y a des vraies différences, par contre, sur, je pense, les États-Unis. Donc, quand on a montré ça à des Américains, ils sentaient que c'était pas de chez eux. Mais voilà, en Belgique, en France, on a même fait au Vietnam. Ça n'a pas posé de problème. En fait, ce qui est étonnant, c'est que les gens, en regardant le film et en interagissant, ils pensent à eux et à leur situation quotidienne. Et ça, c'était quelque part l'objectif pour nous. Et on n'a pas eu de difficulté. Par exemple, le film sur la checklist, c'est un scénario de chirurgie viscérale. Et par exemple, les ORL n'ont pas de difficulté à le faire. On a eu même des cardiologues ou des gastro-entérologues, donc ils sont dans un contexte interventionnel vraiment différent où ils font presque pas de checklist parce que c'est des interventions courtes. Alors il y en a maintenant qui sont adaptées, ou l'ophtalmo. Et en fait non, ils décontextualisent facilement parce qu'on n'insiste pas sur le technique quelque part dans les scénarios, quoi. François a été rapide, donc on a encore un peu de temps pour des questions. J'ai juste un point sur ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens, quand ils voient le film, ils se projettent dans leur vie quotidienne, mais ils ne se sentent pas en danger parce que c'est pas eux. Et donc tous les comportements déviants qu'on fait, enfin c'est surtout moi qui les fais, c'est plus simple. Donc entre guillemets, ça renvoie à des choses qui sont pas eux. Donc ils se sentent pas en danger ou ils se sentent pas évalués, mais en même temps au fond d'eux ils savent que ils ont vu ça hier chez quelqu'un d'autre, ils ont vu ça il y a 10 ans, ils ont vu ça dans un autre établissement. Et ça c'est assez intéressant aussi parce que on sensibilise les gens finalement sur des outils et sur des comportements qui sont normalisés mais parfois déviants. Oui, bonjour, Jean-Baptiste Charles, IFSI d'Annecy. Est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'on est sur une méthode d'apprentissage qui se recoupe un petit peu sur ce qui est décrit dans l'apprentissage vicariant parce qu'au final, en IFSI, quand on fait de la simulation, on a certaines contraintes logistiques qui sont les mêmes. On n'a pas le temps de passer forcément tous les apprenants sur une même période et on demande à tous ceux qui sont observateurs dans la salle d'à côté en vidéo en temps réel de se mettre à la place d'eux et on fait les briefings de la même façon. Finalement, on est peut-être sur la même logique, c'est l'apprentissage vicariant de Bandura, de se dire « et si vous étiez à la place de… » Qu'est-ce que vous faites ? Absolument. Il y a une chose qu'on a moins peut-être, c'est la partie diffusing émotionnelle, puisque souvent les gens ont vu le film quelques jours avant, ou bon, il peut y avoir des scénarios où les gens voient le film le matin puis ils sont débriefés l'après-midi. Mais le côté émotionnel, je dirais pas aussi fort que quand on passe en simu et qu'on fait une simu où on n'est pas fier de soi, ou qui évoque des événements qu'on a vécu personnellement. Toutefois, on a quand même le diffusing dans notre débriefing parce qu'on a des situations où les gens ont vécu
Enfin, c'est comme au cinéma, on peut pleurer ou rire au cinéma. Et justement, c'était ma voilà. question derrière. Comment vous l'abordez, ce diffusing? Parce qu'il y a peut-être ce risque-là de passer à travers, de ne pas se soucier comment ils l'ont vécu ou reçu le film. C'est la phase de contextualisation. En fait, on part du contexte, on leur demande si c'était réaliste. Et là, en général, on peut parler 2 heures. Alors, il faut structurer. Mais il y en a qui vont vous dire, bah ouais, ça me rappelle ça. Et puis bon, là, les gens, en fait, c'est une séance où ils déchargent énormément de choses. C'est presque une séance de thérapie. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de revenir après à leur structure, donc décontextualiser puis recontextualiser. Et en fait, on le fait dans la phase de contexte. Mais voilà, on n'a pas vraiment un diffusing au sens, on n'a pas de gens qui pleurent. On a rarement des débriefings difficiles, sauf, alors je dis ça, c'est pas tout à fait vrai. On a par exemple des débriefings difficiles sur la partie organisationnelle. Par exemple, récemment, j'ai eu la situation d'une situation où un chirurgien découvre que en fait, les e-bots sont en grande souffrance sur certains aspects de son travail, et il ne le savait pas. Et donc il y a une confrontation, qu'on est obligé de la gérer. Oui, t'es jamais là à l'installation, ou vice-versa, vous avez un anesthésiste, enfin bref, des conflits habituels de l'hôpital. Et ça, on les a par contre en débriefing, donc c'est l'autre aspect difficile qui est un peu organisationnel. Merci François. Merci à vous.